Mes parents ne m'ont jamais remarqué. Pas de cette façon qui laisse des traces ou fait les gros titres, mais de cette façon discrète qui vous apprend à vous faire oublier, même dans la même pièce. En grandissant, j'ai appris à me faire plus discrète. Je parlais plus doucement, je demandais moins, je souriais même quand ça faisait mal, et je me disais qu'être facile à vivre était une vertu. Ma sœur, elle, n'a jamais eu à faire ça. Quand elle entrait dans une pièce, mes parents levaient les yeux. Quand j'entrais, ils continuaient à parler. Pour mes 21 ans, je ne m'attendais pas à une fête. Je ne m'attendais même pas à un cadeau. Je voulais juste la preuve que j'existais à leurs yeux. Quand ce jour précis, parmi tous les autres, ils me remarqueraient. Au lieu de cela, ils ont offert à ma sœur un collier en or, soigneusement emballé, choisi avec amour. Et tandis que je restais là, figé, essayant de comprendre comment mon anniversaire était devenu le sien, ils m'ont dit que j'exagérais. Ce soir-là, je suis parti. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné. « Evelyn », a dit doucement ma mère. « S'il te plaît, reviens. » J. m'appelle Evelyn Carter. Pendant la plus grande partie de ma vie, je me suis senti comme un bruit de fond dans ma propre famille. De l'extérieur, notre famille paraissait chaleureuse et décontractée. 2 parents qui n'élevaient jamais la voix en public. Une maison propre dans un quartier tranquille. Des photos de vacances où tout le monde souriait à l'objectif comme si nous passions de bons moments. Les gens disaient « Tes parents sont formidables ». J'ai appris très tôt à hocher la tête et à acquiescer, car expliquer la vérité me semblait trop compliqué, voire déloyal. Ma petite sœur Méline avait 3 ans de moins que moi et incarnait tout ce que je n'avais pas le droit d'être. Elle était émotive, expressive, dramatique. Quand elle pleurait, mes parents accouraient à son chevet. Quand elle réussissait, ils fêtaient ça bruyamment. Quand elle échouait, ils la protégeaient des conséquences. Quand je pleurais, ma mère soupirait et disait « Evelyn, tu es forte. CAIRA. » Quand je réussissais, mon père hochait la tête une fois et disait « C'est normal. » Et quand j'échouais, eh bien, l'échec n'était jamais tendre avec moi. Je ne me souviens pas d'un seul instant où mes parents m'ont fait asseoir et m'ont demandé comment j'allais vraiment. Pas une seule fois ils ne m'ont dit « Tu as l'air silencieuse. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Au contraire, le silence est devenu mon rôle. La fille fiable, la fille facile à vivre, celle qui n'avait pas besoin d'attention. J'ai appris à sonder l'atmosphère avant de parler, à m'excuser avant d'être blâmée, à me faire toute petite pour que personne ne se sente gêné par ma présence. Méline, elle, n'a jamais eu à faire ça. Elle pouvait claquer les portes, pleurer à table, refuser de parler pendant des jours, et d'une manière ou d'une autre, c'était toujours interprété comme de la sensibilité, de la profondeur, de la vulnérabilité. Je voyais mes parents s'incliner devant ces émotions comme si la gravité changeait quand elle entrait dans la pièce. Un soir, j'avais 16 ans, j'ai entendu ma mère dire à mon père « Méline a juste besoin de plus d'amour. Evelyn n'a pas vraiment besoin de nous de la même façon. » Cette phrase m'est restée en tête plus longtemps que tout ce qu'ils ont jamais dit. Je ne détestais pas ma sœur. C'est ça qui est étrange. Au début, je ne lui en voulais même pas. J'ai toujours pensé que c'était l'ordre naturel des choses. Certains naissent avec moins de besoins, n'est-ce pas? Certains sont destinés à être les piliers silencieux qui soutiennent tout, tandis que d'autres ont la chance de briller. Du moins, c'est ce que je me répétais pour survivre. À 18 ans, j'avais complètement cessé de demander quoi que ce soit. Je travaillais à temps partiel, j'économisais et je remplissais moi-même mes dossiers d'inscription à l'université. Quand des proches demandaient à mes parents ce que je voulais comme cadeau d'anniversaire ou pour les fêtes, ma mère riait et disait « Oh, Evelyn est facilement effrayée. Elle ne demande pas grand-chose. » Ce qu'elle voulait dire, c'était « J'avais appris à ne rien vouloir. » Pourtant, au fond de moi, il subsistait un espoir tenace que je n'arrivais pas à éteindre. La conviction enfantine qu'un jour, juste un jour, il remarquerait mes efforts, ma retenue, toutes ces années de gentillesse, de discrétion et de gratitude. Cet espoir s'accrochait à un chiffre, 21. Non pas parce qu'il symbolisait l'âge adulte, ni la liberté, mais parce que je me disais que s'il se souvenait de cet anniversaire, s'il pouvait me regarder et dire « Cette journée est la tienne », alors peut-être que tout ce que j'avais enduré avait eu un sens. Je ne savais pas alors que l'espoir pouvait être la chose la plus dangereuse qui soit. Car lorsqu'il a fini par se briser, ce ne fut pas en silence. Il s'est effondré. Mon 21e anniversaire tombait un samedi, ce qui, à l'époque, me semblait une maigre consolation. Pas d'école, pas de travail, aucune excuse pour que quiconque l'oublie. Je me suis réveillé tard, la maison bourdonnait déjà d'un léger frémissement. Je me souviens être resté un moment allongé dans mon lit, à fixer le plafond et à écouter. J'attendais des pas, qu'on frappe à la porte, la voix de ma mère qui m'appelle. « Joyeux anniversaire, Evelyn. » Rien ne vint. Finalement, je me suis habillé et je suis descendu.
L'odeur du café flottait dans l'air. La lumière du soleil inondait la cuisine par les fenêtres et se posait sur la table où se tenaient mes parents et Méline. C'est alors que j'aperçus la boîte. Petite et élégante, elle était enveloppée dans un papier bleu foncé, orné d'un ruban argenté parfaitement noué. Mon cœur fit une drôle de chose, il s'emballa, plein d'espoir. Avant que je puisse l'arrêter, ma mère me remarqua et sourit, l'air absent. « Ah, bien. Tu es levé ?» dit-elle. « Tu arrives juste à temps. » Je m'approchai, attendant toujours les mots, persuadé qu'il viendrait. Mon père se tourna vers Méline. « Tiens, dit-il chaleureusement. Ouvre-la. » Je restai figé. Méline poussa un cri de surprise en soulevant le couvercle. À l'intérieur, posé sur un doux velours blanc, se trouvait un collier en or, fin, délicat, d'une valeur indéniable. Il capta la lumière lorsqu'elle le souleva et elle chercha déjà le miroir. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Il est parfait. » Mon père rit doucement. « On l'a vu et on a pensé à toi. On a pensé à toi. » Je restai là, les mains le long du corps, avec l'impression d'être une intruse. Méline noua le collier autour de son cou et se tourna lentement, s'admirant. « Il est magnifique, » dit-elle. « Merci. » Ma mère parut ravie. Puis elle finit par me regarder et son sourire se figea. « Ne fais pas ça, Evelyne, » dit-elle d'un ton léger. « Ce n'est qu'un cadeau, » murmurai-je. « Il y a un gâteau ?» demandai-je. Ma voix était plus faible que je ne l'aurais voulu. « Oh, on en a mangé hier soir, » répondit-elle rapidement. « Quelque chose de simple. Tu dormais déjà. »« Hier soir sans moi. » Ma poitrine se serra, une pression monta dans ma poitrine. « Il y avait mon nom dessus ?» demandai-je doucement. Il y eut un silence, juste assez long pour être pénible. Méline rit nerveusement. Techniquement, il y avait mon nom dessus. Mais les anniversaires ne sont pas une question de nom, si? Mon père soupira, l'irritation traversant son visage. Tu exagères, Evelyne. Tu as 21 ans maintenant. Tu devrais être plus mature. Plus mature de vouloir que mon anniversaire soit le mien. Ma mère croisa les bras, d'un ton calme mais ferme. Tu as toujours été si sensible à ce genre de choses. Tu devrais être heureuse pour ta sœur. Je regardai à nouveau le collier en les voyant la regarder avec fierté, attention, présence. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est enfin éclairé. Il n'avait pas oublié. Il l'avait choisi à nouveau. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré devant eux. Je n'ai exigé aucune explication ni demandé quoi que ce soit. Je suis resté là, à fixer la table de la cuisine, et j'ai senti quelque chose en moi s'apaiser peu à peu. Ma mère parlait encore du fait qu'être adulte, c'était lâcher prise. Mon père s'était déjà détourné, consultant son téléphone comme si le moment était passé. Méline continuait de toucher le collier autour de son cou, me regardant comme si c'était moi qui la mettais mal à l'aise. C'est alors que j'ai compris quelque chose de douloureux et de libérateur à la fois. Si j'en disais plus, il me trouverait dramatique. Si je restais silencieuse, il me trouverait mature. De toute façon, rien ne changerait. Alors j'ai souri. C'était étrange, comme si j'empruntais le visage de quelqu'un d'autre. Oh, ai-je dit doucement. Tu as raison. Ce n'est rien. Ma mère s'est immédiatement détendue, comme si j'avais réussi une épreuve invisible. Tu vois, a-t-elle dit à mon père. Elle comprend. Je me suis excusé et je suis monté. Ma chambre était exactement comme je l'avais laissée le matin même. Propre, nette, intacte. Des posters que je n'avais jamais changés. Des livres que je relisais quand j'avais besoin de réconfort. Un bureau qui témoignait d'années d'efforts silencieux que personne n'avait jamais remarqués. Je me suis assise au bord du lit, le regard fixé sur le sol. Pour la première fois, j'ai laissé cette pensée s'installer. Ils ne t'aimeront jamais comme tu en as besoin. Non pas parce que tu n'en es pas digne. Non pas parce que tu n'as pas assez essayé, mais parce qu'ils ont décidé depuis longtemps qu'ils méritaient leur attention, et ce n'était pas toi. Je n'ai pas tout emballé. Juste de quoi partir sans me retourner. Un sweat à capuche, un jean, mon ordinateur portable, mes papiers, l'enveloppe d'argent liquide que j'avais mise de côté pour les urgences, des urgences qui, je n'aurais jamais imaginé, concerneraient ma propre famille. Je me suis arrêté dans le couloir et j'ai écouté. Méline riait en bas. Les voix de mes parents étaient chaleureuses, détendues, rassurantes. Personne n'a remarqué que je prenais mon sac. J'ai écrit un petit mot et je l'ai laissé sur le comptoir. J'ai besoin de temps. S'il vous plaît, ne me cherchez pas. Devant la porte d'entrée, ma main est restée plus longtemps que prévu sur la poignée. Une partie de moi espérait encore que quelqu'un m'appellerait, que j'entendrais des pas se précipiter vers moi, que quelqu'un dirait « Attends, parle-nous ». La maison est restée silencieuse, alors j'ai ouvert la porte et je suis sorti dans la nuit. L'air était frais, vif contre ma peau. Mon cœur battait la chamade,
Mais sous la peur se cachait autre chose, quelque chose de dangereusement proche du soulagement. Je ne savais pas où j'allais. Je savais juste que j'en avais fini d'attendre d'être choisi. Et pour la première fois de ma vie, je me suis choisi moi-même. La première nuit après mon départ, je n'ai pas fermé l'œil. Allongé sur le canapé chez Rachel, mon amie, je fixais le ventilateur de plafond qui tournait lentement, de façon irrégulière. Le moindre bruit me faisait sursauter. Le bourdonnement de son téléphone en charge, celui du réfrigérateur, le bruit lointain des voitures qui passaient dehors. J'étais épuisé physiquement, mais mon esprit refusait de se calmer. J'attendais que mon téléphone s'allume. Un appel manqué, un SMS. Où es-tu? N'importe quoi qui prouve qu'ils avaient remarqué mon absence. Le matin est arrivé sans prévenir. Rachel m'a tendu une tasse de café sans poser de questions. Elle a juste dit « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux ». Cette simple phrase pesait plus lourd que tout ce que mes parents m'avaient dit depuis des années. J'ai trouvé un travail dans un petit café du centre-ville en moins d'une semaine. Des matins très tôt, des journées interminables, les pieds endoloris. Peu m'importait. Il y avait quelque chose de profondément authentique à être fatigué pour des raisons que j'avais choisies, à gagner de l'argent sans que personne ne puisse me le reprocher. La nuit, quand l'appartement était silencieux, le doute s'insinuait. Tu as surréagi. Tu les as mis dans l'embarras. Les familles se blessent parfois. C'est normal. Ces pensées ressemblaient étrangement à la voix de ma mère. 2 semaines après mon départ, mon téléphone a enfin sonné. « Evelyne », a dit ma mère d'une voix douce et prudente, comme si elle s'approchait d'un animal nerveux. « Ton père et moi sommes inquiets. Tu ne peux pas disparaître comme ça. » Je n'ai pas disparu, ai-je répondu. Je vous ai dit que j'avais besoin de temps. Ce n'est pas comme ça que les familles gèrent les conflits, a-t-elle ajouté. Rentre à la maison, discutez-en. J'ai ri doucement. On n'a jamais discuté de rien. Il y a eu un silence. Mon père a décroché. Tu as fait passer ton message, a-t-il dit sèchement. Maintenant, il est temps d'être raisonnable. Raisonnable envers qui? Ai-je demandé. Envers tout le monde, a-t-il répondu. Méline est bouleversée. Ta mère est stressée. Tu dois arrêter de nous punir. Me punir moi-même, comme si me protéger était un acte cruel. Je ne reviendrai pas, ai-je dit d'une voix tremblante. Pas encore, dit-il d'une voix glaciale. Alors ne t'attends pas à ce que les choses restent les mêmes. La communication fut coupée. Cette nuit-là, je restai seul sur le balcon, enveloppé dans une couverture empruntée, à contempler les lumières de la ville. Pour la première fois, la menace n'était pas subtile. Elle n'était pas émotionnelle. Elle était glaciale. Je ne savais pas exactement ce qu'il voulait dire. Mais une chose était sûre, si je rentrais maintenant, je me perdrais à nouveau. Alors je suis resté. J'ai compris ce que mon père voulait dire 2 jours plus tard. Ce n'était pas un appel téléphonique cette fois. Ce n'était pas une menace proférée à voix haute. C'était un courriel. J'étais assise à la petite table de la cuisine de Rachel, mon ordinateur portable ouvert, à moitié habillé pour le travail, quand j'ai vu l'objet du courriel provenant du service des bourses de mon université. Au début, j'ai cru à une erreur, un de ces messages automatiques qu'on survole et qu'on oublie. Puis je l'ai relu. Suite à la mise à jour des informations fournies par vos tuteurs légaux, votre statut d'aide financière a été modifié. Modifié? Mes doigts cliquaient frénétiquement. Je me suis connecté à mon portail étudiant, le cœur battant la chamade. Les chiffres avaient changé. Les bourses avaient été réduites. L'aide financière était en cours de réexamen. Un message en bas de page expliquait que mes parents avaient contacté l'établissement, indiquant que je ne vivais plus chez eux et que, par conséquent, je n'avais plus droit à leur soutien. J'ai fixé l'écran, le souffle coupé. Ils ne m'avaient pas demandé comment j'allais. Ils n'avaient pas cherché à comprendre pourquoi j'arrêtais mes études. Ils n'avaient même pas essayé de me parler avant. Ils étaient allés droit au but, à la seule chose dont ils savaient que j'avais besoin pour survivre, de l'argent. J'ai immédiatement appelé le service des bourses. La femme à l'autre bout du fil semblait désolée. Mal à l'aise. « Je suis désolée, Evelyne », a-t-elle dit. Lorsque les parents signalent un changement comme celui-ci, nous sommes tenus de réexaminer la situation. Mais je n'ai rien fait de mal, ai-je répondu, la voix brisée malgré mes efforts pour la garder calme. Je comprends, a-t-elle répondu gentiment. Vous pouvez faire appel, mais cela prend du temps. Du temps que je n'avais pas. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir par terre. Ce n'était pas de la discipline. Ce n'était pas de l'anxiété. C'était du contrôle, soigneusement dissimulé sous des paperasses et un langage poli. J'ai appelé mon père. Il a répondu à la 3e sonnerie. « Pourquoi avez-vous contacté mon école ?» ai-je demandé, oubliant tous les mots de politesse que j'avais appris. Il a expiré lentement, comme si c'était moi qui étais déraisonnable.
On essaie de te faire comprendre la réalité en menaçant mes études, ai-je dit. Non, a-t-il répondu. En te rappelant que l'indépendance a des conséquences. Voilà, c'était dit clairement, sans excuse. Vous ne pouvez pas faire ça, ai-je dit, les larmes aux yeux. Vous ne pouvez pas me punir d'être parti. Tu as quitté cette famille, a-t-il dit. Tu ne peux pas emporter notre soutien avec toi. J'ai ri d'un rire sec et haché. Du soutien, ai-je répété. Tu appelles ça du soutien. La voix de ma mère m'a interrompu. Evelyn, s'il te plaît, a-t-elle dit doucement. Tu en fais toute une histoire. Rentrez à la maison. Répare tout. Répare tout. Je voulais dire, reviens, excuse-toi, reprends ta place. Je ne reviens pas, ai-je dit. Pas comme ça. Le silence au téléphone était pesant. Puis mon père a repris la parole, d'une voix plus froide encore. Alors ne t'attends pas à ce qu'on continue à faire comme si tu faisais encore partie de la famille. L'appel s'est terminé. Je suis restée assise là, longtemps après que l'écran se soit éteint, la poitrine haletante, les pensées tourbillonnantes. J'ai alors compris quelque chose de terrifiant. Ils ne me contactaient pas parce que je leur manquais. Ils me contactaient parce qu'ils perdaient le contrôle. Et pour la première fois, la douleur n'était plus seulement émotionnelle. Elle était réelle, tangible. Des intuitions contradictoires, des échéances, et la menace sourde de voir mon avenir anéanti si je n'obéissais pas. Cette nuit-là, je ne me suis pas endormie en pleurant. Je suis restée éveillée, fixant le plafond, et j'ai compris quelque chose avec une clarté douloureuse. Ce n'était plus une question d'amour. C'était une question de pouvoir. Et si je ne me levais pas maintenant, je ne le ferais jamais. Le lendemain matin, je ne suis pas allée travailler. Au lieu de cela, je me suis assise à la table de la cuisine avec Rachel, mon ordinateur portable ouvert, un carnet à côté de moi, et une boule dans l'estomac qui refusait de me lâcher. La peur me murmurait sans cesse que j'étais trop jeune, trop seule, trop inexpérimentée pour parler. Une autre voix, plus faible mais plus assurée, me disait que si je n'agissais pas maintenant, cela me poursuivrait toute ma vie. J'ai cherché de l'aide. Pas des faveurs, pas de la compassion. Une démarche. À midi, j'avais rendez-vous dans une clinique juridique près du campus. La conseillère, Madame Alvarez, m'a écouté sans m'interrompre. Elle n'a pas halté. Elle ne m'a pas jugé. Elle a posé des questions, précises, sur les dates, les courriels, les formulations. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière et a dit quelque chose qui m'a fait l'effet d'une bombe. Evelyn, tu n'as pas abandonné ta famille. Tu as quitté un environnement toxique, ce qui est important sur le plan juridique et éthique. Ce n'était qu'une comédie. Elle m'a expliqué mes options, une dispense de tutelle, une preuve d'indépendance financière, une demande d'indemnisation pour détresse émotionnelle liée à des difficultés financières. Elle m'a montré comment rédiger des déclarations factuelles, calmes et irréfutables. Il ne s'agit pas de prouver qu'ils sont de mauvaises personnes, m'a-t-elle dit. Il s'agit de protéger ton avenir. Pour la première fois depuis mon anniversaire, j'ai eu l'impression de reprendre le contrôle. J'ai passé les 48 heures suivantes à rassembler des preuves, des courriels, des relevés d'appel, des notes prises à chaud lors de conversations encore fraîches. J.N.A.I. Rain and Jolove. Je n'ai accusé personne. J'ai dit la vérité, tout simplement. Pendant que mon appel était examiné, je me préparais à la pression. Puis mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Pourquoi y a-t-il des formulaires universitaires qui nous posent des questions? A-t-elle demandé, la panique perçant dans sa voix calme. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité, ai-je répondu. Un souffle court s'est fait entendre à l'autre bout du fil. Tu n'avais pas besoin d'impliquer des personnes extérieures, a-t-elle sifflé. C'est une affaire de famille. Non, ai-je répondu, la voix plus assurée que je ne l'étais. C'est devenu légal quand vous avez utilisé l'argent pour me forcer à revenir. Mon père a décroché. Tu te crois maligne, a-t-il dit, à mêler les institutions à nos affaires privées. Je crois que je me protège, ai-je répondu. Et mes études. Silence. Puis sa voix s'est faite plus douce, plus menaçante. Alors il a changé de sujet. On t'a élevé, a-t-il dit. On s'est sacrifié pour toi. Tu ne nous dois pas une conversation? Je me dois un avenir, ai-je rétorqué. Et j'en ai assez de le troquer contre une paix éphémère. La décision en appel est arrivée 3 jours plus tard. Approuvé. Ma bourse a été rétablie. Mes frais de scolarité étaient garantis. Mon statut est devenu indépendant. J'ai fixé le courriel de confirmation jusqu'à ce que les mots se brouillent. Un soulagement immense m'a envahi, si intense que j'ai dû m'asseoir. Je n'avais pas gagné contre mes parents. Je ne les avais pas punis. J'avais résisté aux reçus, aux limites, au système censé protéger les gens comme moi. Ce soir-là, je ne me sentais pas courageuse. J'étais épuisée.
Mais sous cette fatigue se cachait quelque chose de nouveau et d'inébranlable, la certitude que je pouvais survivre sans leur permission, et que je n'aurais plus jamais à leur demander la permission de me voir. Cette fois, ils n'ont pas appelé. Ils sont venus. Je travaillais l'après-midi au café quand j'ai levé les yeux et aperçu mes parents près du comptoir, complètement déplacés au milieu des étudiants, leurs ordinateurs portables et leurs boissons à moitié terminées. Ma mère serrait les poings. La mâchoire de mon père était crispée, comme toujours lorsqu'il était gêné, mais il refusait de l'admettre. Un instant, j'ai songé à monter à l'arrière et à demander à mon patron de s'en occuper. Je ne leur devais pas ça. Mais j'ai alors compris quelque chose d'important. Je n'avais plus peur. « Evelyne », dit doucement ma mère à mon approche. « On peut parler ?» J'ai hoché la tête et je suis sorti avec eux. La douce chaleur de fin d'après-midi caressait ma peau. Mon père n'a pas perdu de temps. « Tu as compliqué les choses », a-t-il dit. « L'école, la paperasse, tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin. » J'ai croisé son regard. « Tu es allé trop loin en essayant de contrôler mon avenir. » La voix de ma mère tremblait. « On avait peur, dit-elle. Tu es parti. On ne savait pas comment réagir. » J'ai failli rire. « Tu as réagi en essayant de brider mon indépendance. » Ah, voilà. La vérité enfin révélée, planant entre nous. Les épaules de mon père se sont affaissées. « Tu aurais pu simplement rentrer, » dit-il d'une voix plus basse. « Et disparaître à nouveau ?» demandai-je. Parce que c'est ce que représentait la maison pour moi. Aucun des deux ne répondit. Pour la première fois, je vis quelque chose d'inhabituel sur leur visage. Ni colère, ni autorité, mais de la confusion. Ils s'attendaient à des larmes, de la culpabilité, de la gratitude d'être autorisés à revenir. Au lieu de cela, ils se tenaient devant une fille qui n'avait plus besoin de leur approbation pour respirer. « Je ne vais pas vous rejeter », dis-je finalement. « Mais je ne vais pas redevenir celle qui vous rassurait. » Ma mère s'essuya les yeux. « On veut juste retrouver notre famille. » J'ai hoché la tête lentement. « Alors, vous devez apprendre à me voir, pas à me contrôler, pas à me comparer, mais à me voir vraiment. » Ils n'ont rien promis. Ils ne se sont pas excusés comme je l'avais espéré. Mais tandis qu'ils s'éloignaient, j'ai senti un soulagement m'envahir. Mettre fin à une relation ne signifie pas toujours pardonner. Parfois, cela signifie poser des limites claires et avoir la force de reprendre sa vie en main sans se retourner constamment. Je suis retourné au travail et, pour la première fois, je n'avais pas l'impression de faire semblant. Je suis resté sans nouvelles de mes parents pendant un certain temps. Pas d'appel, pas de messages empreints de culpabilité ou de conseils déguisés en sollicitude. Le silence était différent cette fois. And I peasant, and I mendicant, just paisable. Et pour une fois, ce silence m'appartenait. Quelques mois plus tard, j'ai emménagé dans un petit studio. Il n'avait rien d'extraordinaire, des murs fins, des meubles dépareillés, une fenêtre qui vibrait au passage des bus, mais chaque centimètre carré était à moi. Je payais le loyer avec l'argent que je gagnais. J'étudiais au bureau que j'avais choisi. Je suis rentré dans un endroit où personne ne comparait ma valeur à celle des autres. L'école est devenue difficile, d'une autre manière. Un travail acharné qui vous forge au lieu de vous rabaisser. J'ai appris à demander de l'aide sans m'excuser. J'ai appris qu'avoir besoin de soutien n'est pas un signe de faiblesse, mais d'humanité. Parfois, je repensais encore à ma famille, à ma sœur, au collier, à cet anniversaire qui avait brisé quelque chose en moi. Mais la douleur ne me brûlait plus. Elle me rappelait simplement le moment où j'ai cessé d'attendre d'être choisi. Partir ne m'a pas rendu insensible. Cela m'a rendu honnête. Je ne suis pas parti par haine. Je suis parti parce que je m'aimais enfin suffisamment pour ne plus disparaître. Je m'appelle Evelyne. Je ne suis plus invisible.